Il avait été pris pour un concierge, arrêté sans raison et moqué par 2 officiers arrogants. Cependant, au moment où il l'avait jeté dans une cellule, ils avaient déclenché quelque chose de bien plus important. Un raid du FBI qu'il n'avait jamais anticipé. « Monsieur, vous ne pouvez pas simplement revenir ici. » C'était la première chose que Terence Mallory avait entendue en entrant dans le commissariat de police de la 4e rue, au centre-ville de Raleigh. Ses bottes étaient encore humides à cause de la bruine matinale, et son uniforme bleu marine était couvert de poussière et de rouille provenant des tuyaux du sous-sol du palais de justice qu'il avait inspecté plus tôt. Il n'était pas là pour créer des problèmes. En fait, il pensait qu'il agissait correctement. Terence avait travaillé à l'entretien du palais de justice fédéral Joseph P. Stanley pendant près de 18 ans. Calme, fiable et habile de ses mains, il était le genre d'homme qui réparait les choses sans attendre de reconnaissance. La plupart des gens l'appelaient simplement T, et cela lui convenait parfaitement. Il n'était pas ostentatoire, ne criait pas et ne cherchait pas la confrontation. Mais ce matin-là, quelque chose n'allait pas. Il avait aperçu 2 hommes près d'un terrain restreint derrière le palais de justice, traînant autour d'une Chevrolet Impala noire avec des plaques d'immatriculation d'un autre état. L'un d'eux avait glissé quelque chose sous le coffre avant de disparaître dans une ruelle latérale. Ce n'était pas dramatique, mais cela semblait étrange, d'autant plus que le même véhicule avait été mentionné lors d'une réunion de sécurité quelques semaines auparavant. Terence n'avait pas perdu de temps. Il avait pris son badge d'identification, avait jeté son sac à outils dans la camionnette et s'était dirigé directement vers le commissariat le plus proche. Mais maintenant, il se tenait au milieu d'un hall carrelé, sous le regard d'un officier pâle avec une coupe au bol et une attitude désinvolte. « Je travaille au palais de justice fédérale », avait déclaré Terence d'une voix calme. « J'ai vu quelque chose de suspect près du quai de chargement. Je pensais qu'il valait mieux en parler à quelqu'un. » L'officier plissa les yeux. « Vous êtes concierge ? » ?»« Je suis en maintenance. J'y travaille depuis presque 20 ans. » Une autre voix s'était fait entendre sur le côté. Le détective Ray Coulson, grand et large d'épaules, mâchant du chewing-gum comme s'il lui devait de l'argent, s'était approché. « Qu'est-ce qu'il y a dans le sac ? » ?»« Mes outils. » Coulson s'était approché et avait saisi le sac des mains de Terence sans demander. « Vous ne pouvez pas simplement entrer dans un poste de police en disant « J'ai vu quelque chose de suspect » et vous attendre à ce que nous agissions. Je rapporte simplement ce que j'ai vu. Il y avait 2 gars. L'un d'eux a laissé quelque chose sous une voiture. Je pensais que cela pouvait être de la drogue ou une arme. » L'officier Blake Mercer, plus jeune et portant des lunettes de soleil miroir à l'intérieur, s'était approché et avait scruté Terence de haut en bas. « Es-tu sûr que ce n'est pas toi qui as laissé quelque chose ?» Terence avait cligné des yeux. « Pardon, vous correspondez à une description ?» Mercer avait ajouté « Vêtements sombres, sac utilitaire, vue marchand près d'un bâtiment gouvernemental. » Terence avait laissé échapper un soupir et avait sorti sa carte d'identité. « Écoutez, je travaille dans l'immeuble. Palais de justice Joseph P. Stanley. Le nom de mon superviseur est Rodney Keene. Appelez-le. » Mais il n'avait appelé personne. Coulson avait saisi la carte d'identité, l'avait à peine regardée, puis l'avait laissée tomber sur le bureau. « Vous traînez et refusez d'obtempérer », avait-il déclaré catégoriquement. « Allons-y. » Quoi ? Terence avait fait un pas en arrière. « Vous ne pouvez pas être sérieux. Je suis venu signaler quelque chose, c'est tout. » Coulson n'avait pas répondu. Il avait sorti une paire de menottes de sa ceinture. Terence avait légèrement levé les mains, pas de manière agressive, juste pour ralentir les choses. « Vous m'arrêtez pourquoi ? Obstruction ? Intrusion ? Peut-être pour avoir menti à un officier ? Nous allons trouver une solution, » marmonnait Coulson. Et juste comme ça, ses poignets avaient été menottés derrière son dos. Le hall d'entrée du commissariat était presque vide, à l'exception d'un réceptionniste ennuyé et d'une femme attendant de payer une contravention. Personne n'avait rien dit. Personne n'était entré. Terence avait traversé le couloir comme un criminel, son bras gauche reposant sur le bureau. Alors qu'il était conduit dans un couloir, Terence avait jeté un coup d'œil à un tableau d'affichage. Une image photocopiée avait attiré son attention. C'était une image fixe d'une caméra de surveillance, floue et en noir et blanc. Mais il avait reconnu le contexte. C'était le même parking, la même Impala noire. Mais maintenant, il n'était plus témoin. Il était dans une cellule de détention. La cellule sentait l'eau de javel et la poussière, une propreté qui ne semblait pas vraiment propre. Terence était assis sur le banc, les coudes sur les genoux, essayant de comprendre comment les choses avaient pu dégénérer si rapidement. Une seconde, il faisait ce qu'il pensait être juste. L'instant d'après, sa ceinture et ses lacets étaient dans une poubelle,
et sa dignité semblait avoir été mise à l'épreuve à la porte. Il fixait le mur de parpaing devant lui, puis ses mains. Calleuses, sèches, avec quelques petites coupures dues au serrage des tuyaux la veille. C'étaient des mains travailleuses, des mains honnêtes. Il les frotta lentement l'une contre l'autre, le seul son dans une pièce destinée à rendre les gens invisibles. Une voix interrompit ses pensées. « Et, pourquoi t'ont-ils arrêté ?» Terence se retourna. Un autre homme, peut-être dans la vingtaine, était assis sur le banc d'en face, mince, nerveux, avec des yeux perçants. Il portait un sweatshirt délavé et une paire d'Air Jordan usés. Et l'obstruction, l'homme laissa échapper un petit rire. Ils inventent toujours des choses sans vraie raison, se pencha-t-il en arrière. Je m'appelle Darnell. Terence. Darnell l'observa. Tu n'as pas l'air d'être à ta place ici. Je ne sais pas. Darnell hocha lentement la tête, comme s'il comprenait plus qu'il ne le laissait paraître. Ils deviennent nerveux quand ils voient quelqu'un qui sait se comporter, surtout si cette personne te ressemble, avant que Terence ne puisse répondre. La porte avait cliqué. L'officier Mercé était intervenu en tenant un presse-papier. Mallory, tu as quelqu'un à appeler. Je l'ai déjà dit à ton partenaire. Appelez mon superviseur, Rodney Keane. Service d'entretien du palais de justice Joseph P. Stanley. Mercé haussa paresseusement les épaules. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donne-moi un numéro ou reste assis ici jusqu'à ce que quelqu'un se soucie suffisamment de toi pour te trouver. Terence le regarda fixement mais ne répondit pas. Mercé frappa au barreau de la cellule. Fais comme tu veux, murmura-t-il en s'éloignant. Quelques minutes passèrent, puis 10. Le bourdonnement des lumières fluorescentes au-dessus commença à creuser dans la tête de Terence. Puis une voix basse, plus calme, venant du couloir. Vous dites qu'il travaille au palais de justice. C'était quelqu'un de nouveau, plus âgé, avec un ton mesuré, pas l'aboiement de Coulson ou la fanfaronnade de Mercé. Ouais, mais ça n'a pas d'importance, répondit Mercé. Il est entré en divagant à propos d'une voiture. J'avais toute une histoire répétée. Les gars essaient probablement de nous piéger. Il y eut une pause. Puis la voix plus âgée parla à nouveau. Tu as vérifié son identité ? Mercé ne répondit pas. Terence se leva et se dirigea vers les barreaux. Il ne pouvait pas les voir d'ici, mais leur voix résonnait assez clairement dans le couloir. Tu n'as pas vérifié son identité, n'est-ce pas ? La voix plus âgée répéta. Je veux dire, Coulson l'a regardé. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Un long silence s'ensuivit. Puis les pas s'éloignèrent. Terence se rassit. Il ne faisait pas facilement confiance, mais cette voix était différente. Il s'y accrochait. De retour au bureau, l'homme plus âgé, le sergent Charles Petrie, feuilletait une pile de rapports d'admission lorsqu'il tomba sur le dossier de Terence. Quelque chose n'allait pas. Il sortit la carte d'identité que Coulson avait jetée plus tôt et scanna le badge. Ses yeux se rétrécirent. Employé fédéral, niveau d'habilitation 3, long historique de service. Le sergent Petrie leva lentement les yeux et se dirigea vers le bureau de Coulson. Où est-il ? En attente. Pourquoi ? Cet homme travaille avec le tribunal fédéral depuis 2005, déclara Petrie en tapotant la carte sur le bureau. Vous n'avez pas appelé pour vérifier quoi que ce soit. Vous l'avez simplement menotté en fonction de son apparence. Coulson haussa les épaules. Le gars avait l'air suspect. Sac à outils, palais de justice, mauvais endroit au mauvais moment. Ce n'est pas suspect. C'est ce qu'on appelle un travail. Coulson ne répondit pas. Petrie soupira et s'éloigna, mais les dégâts avaient déjà commencé à fissurer le sol sous eux. À l'extérieur du commissariat, quelqu'un d'autre avait déjà remarqué que Terence avait disparu. Rodney Keane n'était pas le genre d'homme à paniquer facilement. En tant que chef de l'entretien au palais de justice Joseph P. Stanley, il dirigeait une équipe de 12 personnes et avait dû faire face à toutes sortes de problèmes, des alertes à l'amiante aux archives inondées. Mais lorsque Terence Mallory n'était pas revenu de sa pause après près d'une heure, il sentit que quelque chose n'allait pas. Terence n'était pas du genre à disparaître sans prévenir. Pas de long déjeuner, pas de départ prématuré. Il était fiable, même prévisible. Rodney attendit encore 10 minutes, vérifia à nouveau le journal de bord de l'équipe, puis décrocha finalement son téléphone de bureau. Il appela le numéro de Terence. Directement sur la messagerie vocale. Il rappela. Même chose. Rodney regardait par la fenêtre de son bureau au 2e étage, les yeux fixés sur le terrain arrière. Ce matin-là, Terence avait mentionné quelque chose à propos de la cheville impala garée près de la clôture. J'ai dit que ça ne me semblait pas juste. Rodney avait d'abord refusé, lui disant de simplement le noter si cela semblait bizarre,
Mais maintenant, tout s'imbriquait comme des pièces de puzzle qu'il ne voulait pas terminer. Il composa à nouveau le numéro. Cette fois, il appela le commissariat. Police de la 4e rue. L'officier d'Anvers à l'appareil. Ouais, salut. Je cherche quelqu'un qui serait passé par là. Terence Mallery. Travaux d'entretien du palais de justice fédérale en bas. Uniforme sombre, portant probablement un sac à outils. Il y eut une pause, un clavier cliquetant en arrière-plan. Ouais. Nous avons un Mallery en détention, dit Danvé catégoriquement. Je suis arrivé plus tôt. Des accusations sont en cours. Rodney se rassit sur sa chaise. Quoi? Pour quelle raison? Danvé s'éclaircit la gorge. Obstruction, intrusion, flânerie. Rodney se moqua. Il travaille pour le gouvernement. Quelqu'un a-t-il pris la peine de vérifier ses références? Monsieur, je ne fais que relayer ce qui est sur la feuille ici. Rodney raccrocha et passa immédiatement un autre appel. Cette fois-ci, à un contact interne qu'il n'utilisait qu'en cas d'urgence. Sa voix était aiguë, urgente. Nous avons un problème. De retour au commissariat, Terence était assis, la tête appuyée contre le mur froid. Darnell avait été libéré quelques minutes plus tôt, et maintenant il n'y avait plus que lui dans la cellule. Aucune mise à jour, aucune voix, juste le bourdonnement régulier des lumières du plafond et le murmure lointain des téléphones qui sonnent à la réception. Puis quelque chose changea. Dehors, les pneus crissèrent sur le trottoir. Pas fort, mais délibéré, comme si quelqu'un s'était arrêté volontairement. 2 SUV noirs s'arrêtèrent devant le commissariat. Pas de lumière, pas de sirène, mais quiconque y aurait prêté attention aurait remarqué comment 4 hommes en costume sombre sortirent en synchronisation, les yeux alertes et les mouvements précis. À l'intérieur, le réceptionniste leva les yeux lorsqu'ils entrèrent. Le premier agent montra un badge. Il n'a pas souri. Nous devons parler à votre commandant immédiatement. De retour dans la cellule de détention, Terence entendit le vacarme. Les voix devenaient plus aiguës. Ses pas s'accélérant, il se leva, incertain de ce qui se passait. Son cœur s'accéléra, mais pas à cause de la peur. Cette fois, quelque chose semblait différent. Au bout du couloir, Coulson était à son bureau, en train de lire un rapport lorsque Petrie s'approcha d'un pas rapide. « Nous avons de la compagnie », murmura Petrie. Coulson leva les yeux. « Qui est-ce » ? Les fédéraux. Le chewing-gum de Coulson s'était arrêté à mi-chemin. 3 agents entrèrent dans le couloir quelques secondes plus tard. L'agent principal, une femme d'une 40aine d'années aux cheveux tirés en arrière et au regard perçant, remit à Petrie une enveloppe scellée. « Mandats fédéraux, examen interne. Ouvre-la. » Coulson se leva. « Attendez. De quoi s'agit-il » L'agent se tourna vers lui sans cligner des yeux. « Vous êtes le détective Ray Coulson, n'est-ce pas » Il hocha lentement la tête. « Vous venez avec nous maintenant. » Un autre agent les dépassa et se dirigea vers les cellules. Terence entendit des clés s'entrechoquer. La porte s'ouvrit. « Monsieur Mallery, » dit l'agent. Terence s'avança prudemment. « Oui, nous sommes ici au nom du ministère de la Justice. Vous êtes libre de partir. » Terence cligna des yeux. « Comme ça. » L'agent fit un léger signe de tête. « Votre arrestation n'a pas été autorisée comme elle aurait dû l'être. » Terence entra dans le couloir, clignant des yeux sous les lumières plus vives. Les agents présents autour de l'enclos avaient cessé ce qu'ils faisaient. Les téléphones étaient tombés en plein appel. Un silence glacial parcourut la pièce, mais la tempête ne faisait que commencer et la vérité était sur le point de frapper comme un train de marchandises. On aurait pu entendre une mouche voler dans le couloir. Terence suivit l'agent dans le couloir, toujours menotté, bien que la tension dans la pièce ait complètement changé. Là où régnait auparavant suspicion et moquerie, il y avait désormais confusion et peur. Coulson resta figé près de son bureau. Mercé, portant toujours ses ridicules lunettes de soleil miroir, les avait enlevées, ses mains reposant incertainement sur sa ceinture. Pour la première fois depuis l'entrée de Terence, aucun d'eux n'avait rien d'intelligent à dire. L'agent qui guidait Terence ne ralentit pas. « Nous vous expulsons des lieux. Restez juste près. » À la réception, le sergent Petrie ouvrait le paquet scellé que l'agent principal lui avait remis quelques minutes plus tôt. Il fronça les sourcils en parcourant le contenu. Des pages de noms, de dates, d'horodatage de surveillance, des notes internes, des plaintes qui avaient été rejetées. Un nom revenait sans cesse, Coulson, un autre Mercé. Des rumeurs circulaient depuis un moment, des officiers trop agressifs lors des patrouilles, des preuves disparaissant sans explication, des arrestations effectuées sans rapport.
Petri avait toujours soupçonné quelque chose, mais n'avait jamais eu les pièces du puzzle. Les pièces étaient maintenant amenées à sa porte, reliées et numérotées. Terence atteignit le hall où 2 agents attendaient près de l'entrée. L'un d'eux tenait un presse-papier, l'autre un petit enregistreur portable. Le plus grand se tourna vers lui. « Monsieur Malalry, nous allons vous accompagner jusqu'à notre véhicule. Vous n'êtes pas en état d'arrestation. Vous n'êtes pas détenu. Vous êtes témoin. Votre coopération nous a aidés à avancer vers quelque chose de bien plus grand que vous ne le pensez. Je voulais juste rapporter ce que j'ai vu, répondit doucement Terence. Et vous l'avez fait. Cet acte a fait tomber un mur contre lequel nous nous heurtions depuis des mois. Sur le parking, l'air était humide et lourd. La même Chevy Impala que Terence avait signalé plus tôt se trouvait désormais derrière le ruban de police. 2 autres agents l'entouraient prudemment. L'un d'eux prenait des photos près du pare-chocs arrière, tandis qu'un autre soulevait le coffre avec des gants. Rodney, qui se tenait sur le côté, faisant les 100 pas avec un téléphone portable dans une main. Au moment où il aperçut Terence, il expira brusquement et se précipita vers lui. « T » dit-il d'une voix basse mais urgente. « Ça va ?» Terence hocha lentement la tête. « Ouais, je pense que oui. » Rodney jeta un coup d'œil aux agents. Ils m'ont raconté ce qui s'est passé. J'ai appelé les affaires internes après avoir raccroché avec ce sergent de bureau. Ensuite, j'ai appelé Lisa Conway au bureau du district. Je ne savais pas que ça dégénérerait comme ça. Moi non plus. Tu sais qu'ils n'avaient pas le droit de mettre la main sur toi, n'est-ce pas? Terence émit un petit rire sec. Ils n'ont même pas regardé ma carte d'identité. Derrière eux, les portes de la gare s'ouvrirent à nouveau. 2 officiers escortèrent Coulson dehors, les bras derrière le dos, le visage impassible. Mercé suivit quelques minutes plus tard, cette fois sans les lunettes de soleil, flanqué de 2 agents. Pas encore de menottes, mais ses mains tremblaient. Un camion de presse était déjà arrivé de l'autre côté de la rue. Quelqu'un avait divulgué quelque chose. Une petite foule s'était formée sur le trottoir, chuchotant et filmant avec leur téléphone. Rodney regarda à nouveau Terence. « Tu es sûr que ça va ?»« Je vais mieux, » déclara Terence. « Mais je suis content d'avoir dit quelque chose. J'ai failli ne rien dire. » Rodney lui tapota doucement l'épaule. « Ils vont écrire là-dessus. Ils vont probablement tout gâcher. Tu sais ce que les gens ressentent quand ils voient des uniformes sous le feu des tirs. » Terence hocha la tête. « Laissez-les écrire. Je veux juste que la vérité éclate. » Un agent s'approcha. « Monsieur Malalry, nous avons besoin d'une déposition complète. Vous pouvez la faire au tribunal ou nous pouvons vous emmener au bureau régional. À vous de voir. » Terence jeta un coup d'œil vers la tour du palais de justice qui surplombait l'horizon. « Je préférerais rentrer chez moi, mais je vais vous donner ce dont vous avez besoin. » Compris. Mais le véritable préjudice ne résidait pas dans une seule arrestation. Il résidait dans ce que cette arrestation révélait à huis clos. Le lendemain matin, les gros titres circulaient déjà. Des agents fédéraux font une descente au commissariat de police après une arrestation injustifiée. Un agent d'entretien pris pour un suspect déclenche une enquête pour corruption du FBI. 2 agents suspendus suite à une opération fédérale surprise. Mais derrière ces mots se cachait quelque chose de plus confus, de plus humain. Terence était assis à sa table de cuisine, toujours dans les vêtements qu'il portait la veille, moins la ceinture et les lacets qui avaient fini dans une poubelle du commissariat. Il n'avait pas beaucoup dormi, quelques heures tout au plus, non pas de peur, même si elle persistait, mais d'angoisse, le genre de pensée agitée qui ne laissait pas votre esprit tranquille. En face de lui était assise l'agent Karen Vega, sirotant du café dans une simple tasse blanche. Elle était venue tôt, disant qu'il serait plus confortable de parler ici que de le traîner dans un bureau formel. Ce petit geste ne lui avait pas échappé. « Terence, je sais qu'hier a été une journée chargée, mais j'ai besoin que tu me racontes tout, du parking jusqu'au moment où ils t'ont menotté. » Il se pencha en arrière, croisa les bras. « J'en ai déjà parlé à l'un de vos gars. Je sais, mais j'ai besoin de la version complète avec les détails dont vous seul vous souvenez. » Terence expira par le nez. « Bien. J'ai vu l'Impala noir juste après 9 heures. La même voiture qui avait été signalée lors de cette réunion de sécurité il y a 3 semaines. 2 hommes, tous 2 blancs avec des sweats à capuche foncée. L'un d'eux a ouvert le coffre. On dirait qu'il a placé quelque chose en dessous. Je n'ai pas vu quoi. » Vega hocha la tête et griffonna des notes. Au moment où je suis revenu, ils étaient partis. La voiture était toujours là. J'ai pensé à l'ignorer. J'ai pensé que c'était peut-être un entrepreneur ou quelqu'un d'autre, mais ça ne semblait pas aller. Tu as fait le bon choix, dit doucement Vega.
Je n'en avais pas envie quand je me suis retrouvée dans une cage. Ils n'ont jamais vérifié votre identité. Je n'ai jamais appelé le palais de justice. Coulson avait pour habitude d'ignorer le protocole, en particulier avec les civils noirs. Sa voix ne s'éleva pas, mais sa prise sur le stylo se resserra. Terence eut un demi-sourire. J'ai pensé. Il m'a regardé comme si j'étais censé être le problème avant que j'ouvre la bouche. C'est ce qui a rendu hier important. Nous avons eu au moins 9 plaintes déposées au cours des 2 dernières années, toutes réglées en interne. Mais votre arrestation nous a donné l'ouverture dont nous avions besoin. C'était dans un espace contrôlé, enregistré sur des images de sécurité, complètement injustifiées. Terence se frotta le visage. Je n'essayais pas de faire virer qui que ce soit. Tu ne l'as pas fait. Leur comportement leur a valu d'être licenciés. Vous venez d'apporter de la lumière dans la pièce. On frappa à la porte. Rodney entra en tenant un journal sous un bras et un sac en papier brun dans l'autre. J'ai apporté des sandwichs aux œufs, dit-il. Et ceci. Il laissa tomber le journal sur la table, le titre vers le haut. Une dénonciation de routine déclenche une répression fédérale contre la corruption policière. Rodney pointa du doigt la photo sous le titre. Coulson était escorté hors du commissariat, le visage dur comme la pierre. Quelqu'un a publié la vidéo complète de l'arrestation en ligne. C'est partout. Terence secoua la tête. Je n'ai pas demandé ça. Ouais, mais il t'a trouvé. Rodney répondit, c'est le monde dans lequel nous vivons maintenant. Vega regarda les 2 hommes. Cette affaire va prendre des mois, mais je vous le dis tout de suite, les affaires internes vont faire pression pour obtenir un renvoi permanent. Ce commissariat est contrôlé de fond en comble. Coulson et Mercer font l'objet d'une enquête pour bien plus que votre simple arrestation. Quoi d'autre ? Demanda Terence. Falsification de preuves, perquisitions illégales, ciblage des conducteurs noirs dans des quartiers spécifiques. Il y a même une réserve de biens confisqués qui ont disparu. Des objets qui n'ont jamais été enregistrés dans l'inventaire, marmonna Rodney. Seigneur, Terence se renversa dans son fauteuil. Et tout ça, et je me fais menotter pour avoir signalé une voiture. Aucune bonne action ne reste impunie, dit Rodney, avant d'ajouter doucement. Mais parfois, ça déclenche quelque chose de plus grave. Mais ce qui est arrivé ensuite n'était pas seulement une question de justice. Il s'agissait de savoir si quelqu'un assumerait ses responsabilités à voix haute. Vendredi après-midi, Terence était de retour au travail. C'était étrange de traverser les mêmes couloirs du tribunal. Badge accroché à sa poitrine, il hochait la tête vers la sécurité comme si de rien n'était. Mais les gens l'avaient remarqué. Les regards s'étaient attardés plus longtemps, et les conversations s'étaient interrompues à son passage. Ce n'était pas par jugement, mais par reconnaissance. L'histoire s'était répandue rapidement. Les médias locaux, les blogs nationaux, et même quelques groupes de réforme judiciaire en avaient parlé. Bien que Terence n'ait jamais souhaité être au centre de l'attention, il était désormais le visage associé à une question qui se posait depuis des années. Que se passe-t-il lorsque les personnes en qui nous avons le plus confiance se trompent ? Dans la salle de pause, quelqu'un avait laissé un journal sur la table. Son titre était plus petit, mais il avait le même poids. 2 officiers avaient démissionné suite à des allégations, et le ministère de la Justice avait élargi son enquête interne. Rodney était entré, une tasse à la main, arborant ce même regard pensif qu'il avait toujours quand quelque chose n'allait pas. La réunion s'est tenue dans la salle de conférence principale, avait-il déclaré. Des avocats américains arrivent. Ils veulent parler au personnel de la suite des événements. Terence avait levé les yeux de son café. Dois-je y aller ? Rodney avait hésité. Ils ne vous ont pas spécifiquement demandé, mais je pense qu'il est important que vous soyez présent. 20 minutes plus tard, Terence était assis près du mur du fond de la salle de conférence, tandis qu'une femme en costume gris s'adressait au personnel du palais de justice. Elle avait parlé calmement, indiquant clairement que le ministère de la Justice lancerait une initiative de surveillance plus large, que le commissariat de Fort Street fonctionnerait sous surveillance fédérale dans un avenir prévisible et que d'autres mesures étaient en attente. Personne n'avait applaudi. Ce n'était pas un défilé de victoire, mais un règlement de compte. Après la réunion, une jeune employée des archives, Alyssa quelque chose, s'était approchée de Terence près de l'ascenseur. « Et, je voulais juste te dire que ce qui t'est arrivé était horrible. Je ne sais pas comment tu as réussi à rester aussi calme. » Il avait haussé légèrement les épaules. Je n'avais pas vraiment l'impression d'avoir le choix. Tu aurais pu faire une scène, crier, riposter. Terence avait secoué la tête. Ce n'est pas moi, et ça n'aurait pas aidé. Elle avait hoché lentement la tête, puis hésité.
Je suis contente que tu aies parlé. Certains d'entre nous avaient besoin de voir qu'il était encore possible de faire la différence. Terence avait esquissé un petit sourire fatigué. Ne les laissez pas oublier ce qui s'est passé. Il avait ensuite pris les escaliers. Plus tard dans la semaine, le conseil municipal avait annoncé une audience publique. Il ne s'agissait plus seulement de Coulson et Mercé. D'autres citoyens avaient commencé à se manifester. Un enseignant avait été arrêté sans motif, un adolescent avait été fouillé parce qu'il rentrait tard chez lui, et une mère célibataire avait été menacée d'arrestation lorsqu'elle avait demandé un numéro de badge. Des schémas, dont on parlait à voix basse depuis des années, étaient désormais énoncés à pleine voix. Et il y avait Terence, assis tranquillement au 3e rang de la salle du conseil, à écouter. Il n'avait pas témoigné, n'en ayant pas eu besoin. Sa seule présence ajoutait du poids à chaque histoire racontée à la tribune. À la fin de la session, le maire avait annoncé la création d'un nouveau comité d'examen civil, indépendant, transparent, responsable. Alors que les gens sortaient, un pasteur local avait tapoté le dos de Terence et lui avait dit « Parfois, Dieu n'a pas besoin d'un homme bruyant. Il a juste besoin d'un homme stable. » Terence n'avait pas dit grand-chose, il avait simplement hoché la tête poliment et avait continué à marcher. De retour chez lui, il s'était tenu devant le miroir de sa salle de bain, regardant son reflet plus longtemps que d'habitude. L'homme qui le regardait n'était pas différent, mêmes yeux, même rides fatiguées, même calme. Mais quelque chose avait changé. Non pas dans qui il était, mais dans la façon dont le monde le percevait désormais. Même lorsque la tempête passait, le calme qui suivait exigeait tout autant de force. Un mois plus tard, Terence se tenait devant une petite foule au centre communautaire d'Istraleg. Il n'était pas là en tant qu'invité d'honneur ou personnalité publique. C'était une réunion de quartier, des chaises pliantes, quelques plateaux de biscuits, du café tiède, juste des gens ordinaires qui voulaient parler. Il n'avait pas prévu de prendre la parole. Il n'avait jamais aimé les micros ni les scènes. Mais quand quelqu'un avait mentionné ce qui lui était arrivé, toutes les têtes s'étaient tournées vers lui. La pièce était devenue silencieuse. Terence avait bougé sur son siège. Rodney, assis à côté de lui, s'était penché. « Tu ferais bien de dire quelque chose. » Terence s'était levé lentement, se frottant la nuque. Pas de notes, pas de discours, juste le poids de l'expérience qui pesait encore lourdement sur ses épaules. « Je n'ai pas demandé à faire partie de cela, » avait-il commencé d'une voix basse mais ferme. « Je ne me suis pas réveillé ce matin-là, en pensant que mon nom serait dans un titre. J'ai simplement vu quelque chose qui n'allait pas, et j'ai pensé qu'il était de ma responsabilité de dire quelque chose. » Il avait regardé autour de la pièce. Des personnes âgées, des parents avec des enfants sur leurs genoux, des adolescents affalés à l'arrière. Que s'est-il passé après cela? Ce n'était pas à propos de moi. Il s'agissait de la facilité avec laquelle les gens oublient qu'ils ont affaire à des êtres humains. Pas un uniforme, pas un stéréotype. Une personne, il s'était arrêté, laissant cela reposer. On m'a traité de menteur. Menotté comme un criminel. Tout en faisant ce que je pensais être la bonne chose à faire. Et pour être honnête, j'ai réfléchi à 2 fois avant de m'exprimer à nouveau. Une femme au premier rang avait hoché lentement la tête. Mais la vérité, poursuivit Terence, c'est que le silence permet aux choses brisées de rester brisées. Parfois, il faut être le fer de lance du système, même si cela coûte la paix. Quelqu'un avait applaudi doucement. Puis un autre, puis quelques autres. Je ne voulais pas de reconnaissance. Je voulais de l'équité. Et pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont vécu pire et dont le nom n'a jamais été publié dans le journal. À la fin de la réunion, les gens s'étaient approchés un par un, lui avaient serré la main, l'avaient remercié, avaient partagé leurs propres histoires, certaines vieilles de plusieurs décennies, encore fraîches dans leur voix. Ce n'était pas une clôture, mais c'était une connexion. Et c'était cela qui comptait le plus. De retour chez lui ce soir-là, Terence s'était enfin accordé un moment pour rester assis tranquillement. Pas d'agent, pas d'interview, pas de regards étrangers, juste du calme. Il avait parcouru ses emails, la plupart non lus, et en avait remarqué un provenant d'un lycée local. Le directeur voulait qu'il prenne la parole lors de leur cours de justice et d'éducation civique la semaine suivante. Rien de formel. Raconte simplement ton histoire, soupira-t-il, puis sourit faiblement. Peut-être que cela en valait la peine, car si son histoire pouvait empêcher un enfant d'être réduit au silence ou un policier de répéter une erreur, alors la longue marche dans le couloir du commissariat aurait un sens. Et c'était peut-être là le but. Tous les changements ne commencent pas par de grandes marches ou des discours. Parfois, cela commence quand une personne dit « ça ne me semble pas juste » et refuse de détourner le regard. Terence n'avait jamais voulu attirer l'attention. Il voulait juste rentrer chez lui. Il avait désormais la possibilité d'aider les autres à faire de même. Si cette histoire vous a ému,
Si elle vous a fait réfléchir, penser ou vous souvenir de quelque chose que vous avez vu ou vécu, ne la laissez pas simplement défiler. Parlez quand cela compte, car le silence ne résout rien. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui comptent et partagez celle-ci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre.